Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue pour la rentrée cinématographique de nos animateurs qui sont là. Bah non, c'est pas la rentrée que je suis bête, c'est la rentrée, c'est pas là. C'est ta rentrée de vacances, c'est ça le truc. Oula, je suis perturbé là. Pour l'émission Cinéfocus, c'est la rentrée. Oui. On en a Non, c'est la spéciale de Funès. C'est vrai. Oh, Thierry. Oh là là, je suis encore endormi. J'étais pas là, mais je suis au courant. Voilà, en tout cas, ce soir il est là, c'est avec nous, c'est Emmanuel Frissero. Bonsoir Emmanuel. Mais quel plaisir, bonsoir à tous. Nous aussi. Hein. Est-ce qu'on peut rajouter encore que c'est un excellentissime metteur en scène? Les gens le savent, hein, mais on va le dire quand même. Alors, on va rajouter que c'est un excellentissime metteur en scène. Voilà, donc merci beaucoup. L'avenir dans la profession, c'est lui. Mais oui, c'est ça. Avec nous ce soir, historien du cinéma et spécialiste aussi, animateur de. On l'a parlé tout à l'heure, hors antenne. Ciné-Club. Ciné-Club, Ah oui, voilà. sur Monaco et sur Menton. Oui, exactement. Animateur du Ciné-Club de Monaco et de Menton, c'est Yves. Salut Yves. Salut. Bonjour à tous. Et lui, musicien, bon, il sait tout faire. Un quoi. vieux musicien. Couteau suisse, avec nous ce soir Thierry. Salut Thierry. Merci, bonsoir. On est parti pour une Bonsoir, tout le émission monde. spéciale film d'horreur. Ouais. Et c'est toi qui prends la main, mon cher, puisque moi, vous savez très bien que sur cette émission, je reste en technique, je suis tranquille, je vous écoute, j'interviens de temps en temps, mais en tout cas, on démarre tout de suite cette émission avec les sorties ciné Exactement. de cette semaine ou de ce mois-ci, je sais pas. Alors c'est un petit peu fin du mois dernier hein, pour moi, mais Voilà. Emmanuel il a d'autres infos aussi. Donc moi j'ai sélectionné 3 films qui sont sortis le 27. Ça tombe bien parce que moi j'ai rien septembre. sélectionné. Mais je sais, c'est pour ça. Donc moi j'ai pris Procès Goldman de Cédric Kahn. Cédric Kahn, donc très très bon réalisateur français qui a fait aussi quelques films de genre. Hein. Feu Rouge, c'était pas mal avec Daroussin et Carole Bouquet. On peut préciser bien sûr, je l'avais déjà dit tout à l'heure hors antenne, que le procès Goldman n'est pas la mise en examen de Jean-Jacques Goldman qui y est pour rien le pauvre. Oui, c'est vrai. Rien à voir. Hein. Par contre, blague à part, excellente blague, Pierre Goldman était son frère. Pour le coup, ça c'est vrai. Son frère. Eh oui. ouais. Et là, en fait, on voit, c'est une histoire de procès. On a fait une spéciale film de justice, donc là, on est en plein dedans. C'est l'histoire en fait du deuxième procès de Pierre Goldman et de sa rencontre en fait avec un jeune avocat en devenir, hein, Georges Kiechman. Et c'est un très 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 bon film de procès. Donc celui-là, je vous encourage vivement à aller le voir. En deuxième film, moi, j'ai sélectionné The Creator. De Gareth Edwards. Hein. Donc Gareth Edwards, on va faire rapide. Il a fait un film excellentissime dans les années 2000 qui s'appelle Monster, qui est juste un film indépendant fantastique avec des monstres, mais qui est génial. C'est le seul réalisateur qui a sauvé la franchise Star Wars sous licence Disney avec Rogue One, hein, qui est le meilleur film de la série. Hein. Je parle pas des anciens Star Wars, là je parle des nouveaux. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et ce film-là, il a l'air excellentissime. Alors, on est dans un futur proche et objectivement parlant, on parle d'une guerre entre les humains et l'IA. Donc en plus, sujet potentiellement d'actualité. Et surtout, il y a le fils de on y arrive tout droit. Hein. Voilà. En plus, là, il y a le fils de Denzel Washington qui joue dedans, John David Washington, qui est excellentissime. Ouais. J'ai pas trop aimé dans Tenet parce que j'ai pas tout compris, mais bon. Voilà. Non, dans le film, il est excellent, je l'ai vu, hein, Voilà. bien sûr. Et c'est un film à 80 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme Oui, par pour une rapport production à pareille. un gros budget comme ça. Et il faut aussi souligner que c'est un film qui est vraiment hors toute franchise. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit que c'est du Marvel, c'est du Star Wars. Là, c'est un truc qui sort vraiment de son imagination où il a écrit le scénario. Ah Et d'accord, du coup, oui, c'est même pas tiré d'un bouquin. C'est pas tiré d'un bouquin, rien du tout. Donc Ça, c'est très rare. très rare. Ah ouais. Et du coup, Ces il derniers voulait- temps, c'est très très rare. il voulait essayer de se passer au maximum des studios américains pour le financer, même si voilà. Mais toi, tu fais la même chose. Tu fais des histoires qui sont tirées de ton imaginaire. Oui. Mais parce qu'on oublie un réalisateur, scénariste,
producteur. Je connaissais Orson Welles, maintenant je connais Daniel Fricero, c'est acté. Bien, je suis pas là encore. Ça Mais vient on travaille, on travaille. On y taffe. Donc voilà. Et le dernier petit film, alors petite comédie française, en ce moment l'actualité est un petit peu lourde en tant que géopolitologue. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Donc moi je vous conseille Nouveau Départ avec Franck Dubosc et Karine Viard, parce que Franck Dubosc, on l'a souvent pris pour ce qu'il n'était pas, et moi je pense que c'est un type qui est super intelligent. Il n'y a qu'à voir sa première réalisation, Tout le monde debout, qui est un petit bijou de comédie qui est excellentissime. Et là, bon, c'est pas lui qui réalise, c'est Philippe Lefebvre. Alors, Philippe Lefebvre, c'est un très très bon pote à Guillaume Canet. Ils ont écrit ensemble Ne le dis à personne et d'autres films, alors, adaptés d'Aran Coben, on est d'accord. Mais il a surtout fait un film, moi, qui m'a fait beaucoup marrer, fin des années 2000, qui s'appelle Le Siffleur, qui est complètement délirant, avec François Berléand, qui est tourné ici, sur la Côte d'Azur, qui est tourné ici avec Virginie Efira, François Berléand, Fred Testo. Ça se prend pas au sérieux, c'est une grosse pochade. Non, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais, c'est vrai. On se marre bien et c'était sympa. Donc là, je vous pitch rapidement. Donc Dubosc et Viard, ils sont ensemble. On dira jamais assez que Karine Viard est une excellentissime actrice. J'aime beaucoup. C'est une des meilleures actrices françaises. Vraiment. Et à 50 ans, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Elle est fantastique. Elle joue super bien. Et voilà quoi. Et là, donc, c'est un couple. Ils sont un petit peu en crise. Lui est fou amoureux de sa femme et elle, elle a envie d'autre chose. Et donc, il décide de la quitter. Et puis il se dit on verra bien. Et puis, Nouveau départ. Et très très bon film. Faut y aller, faut pas hésiter. Voilà. Pour moi, c'est tout. C'est bon dans les sorties. Manu. Non, mais moi, juste trois petits films. On va rester dans les films français, dans les films un peu de genre. Voilà, comme aujourd'hui, on est sur une spéciale film d'horreur. Alors, c'est pas du. Padré, pas encore. Pas encore sur mon film Padré, mais ça viendra bientôt. Non, je démarrais par le plus ancien qui est sorti il y a quelques semaines déjà. C'est le dernier Luc Besson, Dogman. Voilà, le démarrage est pas terrible, on est à 130 ou 140 000 entrées, ce qui est très très peu. C'est un très mauvais démarrage pour Luc Besson, mais ça fait un bon moment que Luc Besson il est un peu dans la tourmente aussi, avec maintenant, comme nombreuses affaires. Il est venu quand même le dire, ses affaires judiciaires sont réglées derrière lui. Il a été totalement innocenté, il faut le dire aussi, complètement. quand ça va dans ce sens-là. Mais le mal est un petit peu fait quand même. Forcément. Mais à un moment donné, restons sur la présentation des sorties ciné. Ne vous éparpillez pas. Effectivement. Donc Dogman, qui est un très bon film et qui est vraiment porté d'une main de maître par l'acteur principal, Caleb Landry, qui est formidable et qui, à mon avis, va faire une carrière. Une grosse carrière magnifique. Je pense qu'il va enchaîner les très gros rôles, parce que voilà, là on est un peu à mi-chemin entre un personnage comme le Joker et autres. Franchement, voilà, le film est quand même très très bien réussi, et voilà, je le conseille. Il y a quelques similitudes avec Danny the Dog qu'il avait produit lui-même, Besson, ou aucun rapport? Le Dogman, Danny the Dog. Oui, je pense qu'il aime beaucoup les animaux et les chiens, ça c'est certain. Maintenant, il y a beaucoup de similitudes sur plein de ses films, et il y a énormément, beaucoup de références sur plein de cinémas différents. Donc c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on va lui reprocher dans ce film-là, c'est-à-dire il est allé piocher un peu du Joker, un peu les différents films, mais je trouve que quand même, voilà, pour un film français, il a un certain savoir-faire quand même aussi, il est quand même très très fort. Je veux dire, au niveau de la mise en scène et tout ça, c'est toujours un peu nerveux comme mise en scène dans ce genre de film d'action. Et puis il y a un sujet vraiment là, voilà, et c'est pas, on retrouve les codes du cinéma de Besson, l'action et tout ça, mais il y a quand même une véritable histoire, et il y a quelque chose de très intéressant dans ce film-là. Je continuerai juste par le film Acide de Juste Philippot, avec Guillaume Canet, du coup on en parlait tout à l'heure, un film un peu fantastique, avec une pluie acide du coup qui tombe sur la France. Tu dis Juste Philippot, il n'a pas de prénom? Oui, bonne blague, écoute. Non, très très bon réalisateur, à qui on doit son premier film qui était La Nuée, qui est un film formidable, et très dérangeant et très spécial, sur une attaque de criquet ou de... et je terminerai par un dernier film qui est Le Règne animal, qui est sorti mercredi, avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos, c'est ça? Exactement. Le film est formidable, et c'est sur un sujet, encore une fois, qu'on a peu l'habitude d'avoir traité au cinéma, et surtout en France, voilà, sur les transformations génétiques qui arrivent, et les humains se transforment petit à petit, certains humains, comme des animaux. C'est-à-dire, il y a des chiens, des loups, des ours. Le sujet, il est un peu spécial, le thème est bizarre, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, parce que c'est très... Thomas Caillet, le réalisateur. Thomas Caillet, c'est son deuxième film. C'est bien qu'on puisse un petit peu se renouveler, parce que c'est vrai que
souvent on a tendance un peu à reprendre les mêmes thèmes, etc. Au bout d'un moment, quand il y a des films un peu qui sortent de l'ordinaire, il faut saluer les initiatives. Mais c'est ça. Voilà. Merci tous les trois pour les sorties ciné. Voilà, attaque tous les tout deux, de moi, j'ai suite, rien fait, là. On attaque tout de suite On avec attaque bien tout de suite. sûr le thème du jour, restez films avec d'horreur. nous, rejoignez-nous, les films d'horreur. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr, la radio de la Riviera française. Allez, j'invite bien sûr ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone, venir faire un petit tour sur la page Facebook Radio Fréquence Méditerranée pour nous suivre en direct, live, comme on dit, Tout à fait. en télé. Allez. Donc alors j'attaque par un petit. Alors il va y avoir 5 Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Il va y avoir 5 parties. Donc Il va y avoir du d'abord, lourd, hein, il y a du lourd. je fais un Allez. petit panorama des films d'horreur des années 30 aux années 50. Parce que c'est quand même important, c'est à ce moment-là où ça a commencé de façon claire à prendre. Déjà. Donc je voudrais vous parler un petit peu déjà d'une grande major américaine, Universal, qui au début des années 30, donc juste après l'arrivée du parlant, a produit des films de monstres, en fait, des films d'horreur. Alors certains étaient adaptés de la littérature fantastique, horrifique, alors Bram Stoker pour Dracula, Mary Shelley pour Frankenstein. Mais voilà, ces films-là sont des petits films, alors, avec des acteurs de légende, Bela Lugosi. Bela Lugosi, ouais. Alors que beaucoup de gens connaissent par le film Ed Wood de Tim Burton. Voilà, donc parce qu'il était très de pote avec le plus mauvais réalisateur du monde, considéré comme tel, Edward Johnny Wood Depp, hein. Jr. Ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà, ces films-là sont super intéressants parce que sur un format où on est entre, on va dire, 63 et 75 minutes, on arrive à faire passer plein de choses. On joue beaucoup sur les ombres et lumières. À l'époque, les films étaient en noir et blanc. Tout à fait. Mais c'est exceptionnel. On parle à cette époque-là d'horreur gothique et c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant. On a des réalisateurs comme Todd Browning, comme James Whale, Karl Freund. Voilà, tous ces films-là, que ce soit donc Dracula, Frankenstein. Alors bizarrement, la suite, fiancé de Frankenstein, est meilleure en fait, Bride of Frankenstein, que le premier. L'homme invisible, voilà, The Wolfman. Il y en a beaucoup qui ont dit d'ailleurs Voilà. que Frankenstein aurait dû être l'homme invisible, comme ça il nous aurait fait beaucoup moins peur, on l'aurait pas vu. Il est content. Merci Jean-Luc. Il est content. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu, hein. Sous De Funès, on l'avait pas eu. Oui, Non, mais moi j'ai pratiquement rien préparé, je sors juste 3 vannes, ça suffira. Là, on est dans les années 30. on est dans vous les avez années ça, hein. 30 là, voilà. Ben justement, tu as parlé tout à l'heure Voilà. de Todd Browning. réalisateur de Alors Flix. moi, Voilà. j'ai pas vu beaucoup de films des années 30, mais il y en a un que j'ai vu et qui m'a vachement marqué quand j'étais gamin. Je l'ai vu aussi des clubs de Claude Jean-Philippe à l'époque. Et c'est le film Fricks. Je pense que ça te dit quelque chose, Manu. C'est un film extraordinaire. Enfin, je l'ai vraiment trouvé complètement bouleversant. Il m'a profondément marqué ce film. Avec en fait, tous les monstres qu'on voit dans le film sont en fait des vrais. Des voilà, personnages réels, ouais, bien sûr, qui tout à avaient fait. été embauchés dans un cirque avec la femme à barbe, bien sûr. l'homme tronc, etc. Et l'histoire est bouleversante. Hein. Bon, je veux dire, C'est quelque chose qui se rapproche. Lynch a dit qu'il s'en était librement inspiré Oui, aussi pour faire. Et par les la suite Elephant Man aussi, hein, c'est ça, voilà. tout à fait. Voilà. On est Tout à vraiment fait. là-dessus, Ah ouais, quoi, c'est sur ce complètement format-là. ça. Et puis bon, un petit peu plus loin aussi, comment dire, c'était la montée du nazisme. Donc c'est un film qui va rester dans les, comment dire, dans les mémoires, parce que comment vous dire, c'est la prémonition. Le film est sorti en 32, la guerre a éclaté juste un petit peu après, et l'extermination des handicapés physiques par rapport à tout ce qui est au niveau de vraiment l'Allemagne nazie, bien sûr. montré dans le film. Enfin, c'est un film qui a une connotation. Todd Browning l'avait bien dit à l'époque, il a une connotation assez politique. Bien sûr. C'était pas uniquement que du cinéma pour lui, ça allait beaucoup plus loin que ça. C'est un film qui a marqué. Et moi, ça m'a profondément marqué parce qu'il était vraiment très glauque. C'était très. Mais en fait, c'est bouleversant. Et puis, c'est remarquablement fait. La scène du repas où il y a le nain qui monte sur la table et tout. Enfin, c'est un film à revoir si vous ne l'avez pas vu, qui a pas pris une ride alors qu'il date quand même de 1932. Mais ces films-là, alors ils sont un peu caricaturaux parce qu'on a le côté un peu théâtral, forcément dans les années 30, mais ça marche quand même très bien. Hein. Ça fonctionne bien. The Wolfman, là, avec Lon Chaney Jr., ça passe nickel. Ils ont fait un remake, c'est Joe Johnston qui avait réalisé ça, premier réalisateur du premier Thor, me semble-t-il. Donc voilà. Mais c'est très très bien. C'est à ce moment-là qu'on codifie un peu ce que va devenir. C'est ça. On n'appelle pas ça encore du cinéma d'horreur à ce moment-là, mais on codifie quelque chose. On est sur du fantastique, on est sur du film de monstres et on est sur le côté vraiment gothique. C'est ça qui est important. C'est ce qui se retrouve dans le cinéma américain qu'on a pu opposer avec le réalisme allemand ou le réalisme poétique qu'on trouvait en France dans avec les années 30. Nosferatu, voilà, tout ça. Voilà. C'était les premières séries de films dits dérangeants et justement Exactement. il y avait quand même une clientèle pour ça. Les gens venaient aussi au cinéma pour être un peu ébranlés et voir autre chose que ce qu'ils pouvaient voir aujourd'hui. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de films qui sont pratiquement, on dirait, des pièces filmées, quoi. Je veux dire, on voit beaucoup de repas où il y a des vases qui fusent à droite et à gauche, où
c'est souvent très bien joué, Non, c'est et pas la puis question. mais maintenant, on a n'apprend tous pas les grand-chose, codes quoi. de ce cinéma-là Ouais, c'est d'horreur, et c'est pour ça qu'on en a fait plein de sous-genres et qu'on est même allé dans de la comédie. On va en Bien parler sûr, peut-être oui, on en après. parlera peut-être après, Mais Ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien comprendre dans le cinéma horrifique, c'est que plus qu'un cinéma qui va se baser sur des grands classiques, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est aussi un cinéma qui a des codes très particuliers et c'est un cinéma qui peut être politique. On parlera tout à l'heure de La Nuit des Morts Vivants. C'est un film qui, avant d'être un film d'horreur, est surtout un film profondément politique et c'est comme ça que l'a voulu Romero. comme Maintenant- beaucoup de films de monstres au final. Hein, Exactement. où on s'est servi du monstre, bien sûr. on va se servir des zombies, on va se servir de plein de choses comme ça pour faire passer plein Pour faire passer d'idées plein de messages, politiques, bien sûr. et bien plus que dans des comédies ou Ah, mais autres. oui, bien sûr. Ou dans des films qui sont directement engagés et qui ont moins des fois de messages à passer. Et vous savez ce que disait Georges Romero quand il a fait son film d'ailleurs, quand il n'y a plus de place en enfer, les monstres reviennent sur Terre. Enfin, les morts. Les morts reviennent sur Les morts Terre. reviennent sur Terre. Exactement. C'est le script du film en fait. Oui, c'est ça. Il est parti de cette idée-là. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais à l'arrivée, il a vachement bien fait les choses quand même, parce que Tout à fait. pour le coup, La Nuit des Morts Vivants, ça en a secoué plus d'un. Ah oui, Exactement, et ça devient le papa officiel, on va dire, des films Des films de morts vivants, bien sûr. de zombies, de morts vivants. Alors, je voilà. me permets, le papa officiel pour moi des films de zombies, c'est Jacques Tourneur. Et là, j'ai pris donc toute une ribambelle de films. Je vous parle surtout d'un producteur, parce que on parle toujours de réalisateur, de scénariste, mais là il faut parler d'un producteur. C'est Val Newton. Val Newton, c'est un type qui est très très particulier. Déjà, il est né à Yalta. Enfin bon, voilà, il a après immigré aux États-Unis. Voilà, je vous le fais rapidement, mais c'est quelqu'un qui a produit sur une très très courte période, de 42 à 51, 14 films. Il y a 9 films fantastiques, films d'horreur, films d'épouvante. On les appelle comme on veut à l'époque. C'est produit par un grand studio. À l'époque aussi, on parle de studio, c'était la RKO. Donc très très grand studio de l'époque, récupéré par le mania Howard Hughes, qu'on voit effectivement dans le film The Aviator de Martin Scorsese, qui bon visiblement était quand même un peu un fou furieux, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est Et compliqué. interprété Voilà, magnifiquement par Leonardo DiCaprio, voilà, qui donne qui clairement méritait un Oscar, mais bon, on va pas revenir là-dessus. À ce Mais moment-là, oui. c'est clair. Mais pour le coup, voilà, Val Newton, c'est un personnage qui est super intéressant parce que il a réussi à créer, même avant qu'Hitchcock, je parle pas de sa période anglaise là, mais arrive aux États-Unis, c'est lui qui a créé le suspense, les ombres, faire peur avec un budget ridicule, limité. Et c'est vraiment lui qui a fait ça. Les 3 premiers films qu'il a produits, donc ces 3 films de Jacques Tourneur, parce qu'on a quand même des grands réalisateurs, alors plus personne ne les connaît aujourd'hui, mais pour des spécialistes du cinéma ou pour des historiens du cinéma comme moi, Jacques Tourneur, c'est un très très grand réalisateur de ces années-là, 40, 50, voire début des années 60. Donc voilà, sa trilogie de la peur, donc Féline, Vaudou et L'Homme Léopard, c'est vraiment ça. C'est super super intéressant. Musique. Tu as parlé de Féline. On y va. Musique. Voilà, c'était Giorgio Moroder. En fait, c'est le remake. Vous allez me dire que la bande son, elle est vraiment nickel Non, chrome. ouais. C'est parce que c'est le remake du film de Tourneur. Forcément, la musique du film de Tourneur, on ne la trouve plus du tout. Non. Mais par contre, donc ça, c'est le remake qui avait été tourné avec Natasha Kinski. 40 ans après C'est l'original. ça. Voilà. Et avec Malcolm McDowell qu'on avait vu dans Exactement. Orange Mécanique. Et c'est Paul Schrader le réalisateur, scénariste. Paul Schrader. Je t'avais bien dit Schrader tout à l'heure quand on en a parlé. C'est vrai, tu me l'as dit. Ouais. Donc voilà, donc il y a plein de réalisateurs qui ont travaillé pour lui. On a Robert Wise, le réalisateur de West Side Story, qui a commencé avec lui. On a Mark Robson, qui est aussi un grand réalisateur de l'époque, Gunther von Frisch. Robert Wise, voilà. il n'avait pas fait un film sur la boxe. Ah, il a fait énormément de films. Donc Nous c'est avons normal gagné- que c'était produit par RKO. Pourquoi? Boxe, RKO. Oh, celle-là. On l'arrête plus, ça y est, il est Je n'ai lancé. pas beaucoup travaillé, mais j'ai. Oh, mais où t'es allé la chercher celle-là? Mais il a des Ah, mais blagues en je stock. cherche. Ça va être compliqué de tenir l'émission complète. Ça va être chaud. Là, il faut que tu sortes. Tu Excusez-moi, faut attaquer là-dessus. Je m'excuse auprès des On est auditeurs toujours et sur des la première auditrices. partie, les amis. Alors pour pas être KO, on est toujours on va finir là Ah ouais, tranquillement c'est la bon. première partie. On arrive. Juste pour On va tout caser. qu'on soit bien d'accord, nous avons gagné ce soir de Robert Wise, magnifique film sur la boxe avec Robert Ryan 1948. Excellent Ça film. c'est fait. Donc Val Newton,
c'est Scorsese qui produit, qui co-réalise avec Ken Jones. Il y a un super documentaire dessus, il est introuvable en France. Mais ça peut donner envie à nos Mais amis voilà, qui on nous sait écoutent, jamais. n'est-ce pas, Bien sûr, de masculin et revoir les féminin, films. de revoir ces films-là. J'ai Exactement. croisé quelqu'un qui a vu l'émission l'autre jour et qui m'a dit mais c'est bien parce que ça me donne envie de voir, comme quand on a fait le ciné-focus, le ciné-concert. Tout à fait. Ça leur donne envie de Bien revoir sûr, certains bien sûr. films. hein. Après, je vous parlerai d'un petit réalisateur, j'en ai pour 5 minutes, même pas 2 minutes dans les années 50, c'est Jack Arnold. Je vous en parle parce que c'est le papa du film de monstres dans les années 50. Donc on a encore un peu d'Universal hein, avec la créature, l'étrange créature du lac Noir. Donc ça, voilà, super film. Tarantula. Hein. Alors il est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit Clint Eastwood à l'écran. Hein. C'est un pilote qui va tuer l'énorme tarentule, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, le film. Et après, L'homme qui rétrécit. Ouais. Alors celui-là, c'est peut-être son film le plus intéressant parce qu'en plus, c'est tiré d'une nouvelle de Richard Matheson. Richard Matheson qui a écrit Je suis une légende aussi. Donc voilà. J'aurais pu jouer là-dedans parce que ma femme arrête pas de me dire que je me tasse avec l'âge. Voilà, donc Jack Arnold, c'est un réalisateur touche à tout. Ça fait partie de ces réalisateurs américains qu'on considérait comme étant des bons artisans et on se rend compte aujourd'hui en fait que c'était des grands réalisateurs. Il a fait des films de série B, il a fait des westerns de série B aussi, mais il a fait des films noirs qui étaient excellentissimes. Les Faux Monnayeurs, c'est génial. Duel sans merci avec Audie Murphy, et il a fait ces petits films de monstres qui sont excellents. Le Météore de la nuit aussi. Voilà, on a des super films dans ces années-là. Voilà, je termine sur les années 50. Deuxième partie, renouveau de l'horreur. Années 60, 70. Et là, on envoie du steak. Où est ma petite nuit des morts vivants? Je pense Voilà, que là, on Nuit passe des sur morts, ouais, donc on a les évoqué gros tout à films l'heure. cultes Georges que tout le Romero, monde connaît. 68. voilà, tu as la La musique nuit. là, tu as quelque chose? Non, la nuit des morts vivants, j'ai pas la musique. Difficile à trouver. J'ai autre chose, mais on va voir au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. Ouais, ouais. Pourquoi ce film est important pour l'histoire du cinéma? Je laisse Emmanuel un petit peu en parler si tu veux. Non, je t'en prie, vas-y, Jean-Qui je compléterai. Alors on y ouais. va. Ah, Si, je peux. ah, mais tu vas pouvoir, il n'y a pas de Ce souci. qu'il y a de bien, Non, c'est que moi ce que Yves est capable de parler de n'importe quel film. Même un film qui n'est pas sorti, il t'en parle quand même. Il te donne envie d'aller le voir. Il n'est même pas tourné, mais il te donne envie. moi, talent. ce que j'ai à dire sur ce film, voilà, c'est marqué ici, il y a marqué chef-d'œuvre. Ouais. Alors, quand on voit comme ça, on se dit non, mais attends, on est où là? Barbara! Mais ce qui est génial, c'est que c'est un film qui se veut une attaque frontale, mais frontale, contre la ségrégation raciale Tout aux à fait, tout à États-Unis. fait. C'est Ouais. pour ça qu'il l'a fait, Romero. Et il s'est dit, personne ne va venir me poser des petits problèmes. Parce que de toute façon, c'est un film d'horreur, il y a des morts vivants, personne ne prendra ça au sérieux, mais moi, mon message, je vais quand même le faire passer. Ouais, ouais. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a récidivé à la fin des années 70 avec Zombie, où là, il dézingue la société de consommation, Ouais, de ouais. l'ultra-consommation américaine, avec le grand magasin, les zombies qui attaquent le grand magasin, les gens sont dedans. Donc voilà, c'est un truc qu'on a revu après des milliards de fois, mais c'est lui qui a créé ça. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Le ce film en noir et réalisateur. blanc, alors Oui. qu'il y a déjà de la couleur en fait, Tout à fait. au cinéma à ce Exactement. moment-là. C'est voulu. C'est Oui, oui. clairement C'était voulu. peut-être le clin d'œil au film de l'époque aussi. Ah, oui, et c'était l'idée de se dire, bah oui, on va enfin, voilà, proposer quelque chose qui va être différent, et surtout, il se dit clairement, il adore Psychose qui est des années Hitchcock, 60 aussi ouais. d'Hitchcock, et surtout, il se dit voilà, si Hitchcock a pu faire Psychose en noir et blanc, moi, je fais mon film de zombie, je le fais en noir et blanc aussi. C'est clairement pour ça. Hein. Et c'est pas une demande des studios pour censurer la couleur du sang ou quelque chose comme ça? Pas non du tout, en D'accord. aucun cas. C'est vraiment lui qui a demandé à le faire en couleur. C'était une vraie volonté. En noir et blanc. En noir et blanc. En noir et blanc, pardon. Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, le premier film de zombie, pour le coup, c'est celui-là, hein, Vaudou. Alors, c'est celui de Tourneur. Hein. Donc voilà, juste D'où le pour- mythe un peu du zombie en fait, qui part Exactement. sur du vaudou à la base. Exactement, en fait. qui part sur du vaudou à la base. Et c'est clairement ça qui a été voulu dans Vaudou. J'en dis deux mots. On revient sur Romero. Romero, après, il a fait énormément d'autres films. Land of the Dead, je sais plus de quand ça date, des années 2005. Hein. Il a renouvelé un petit peu le genre où les zombies sont un peu différents. Ouais, ça doit être années 2000. en C'est de tout cas, 2004 sûr. ou 2005. Moi, je l'ai vu, Ouais. j'étais à la fac. Donc, je crois que c'est ça. Avec Et, Mickey Pfeiffer, non? Exactement, C'est ça, hein. tout à fait. Qui se passe aussi Ouais. dans un centre commercial. Enfin, c'est ça. Hein. Alors il y a un peu ça, et ça se passe aussi. Alors il y a une partie centre commercial, il y a une partie qui se passe aussi pas mal dans la rue. Il y a Denis Hopper qui joue dedans. C'est un de ses derniers films à Denis Hopper. Denis Je crois que c'est Hopper, 2004 ou ah oui. 2005. Voilà. Donc moi c'était ce que j'avais à dire sur. Mais ça a sur été Romero. très bien dit. Non, mais c'est vrai très que bien dit. Georges C'est- Romero, c'est un voilà, film, un classique. c'est un classique. Très grand classique. C'est un réalisateur qui va inspirer tout le cinéma et toutes les séries qu'on a maintenant, et
ben voilà, Le dès film qu'on qui parle a de changé le zombies, visage de l'horreur. Ouais, hein, exactement, c'est vrai. mais complètement. On a eu un nouveau genre vraiment imprimé, c'est-à-dire on a d'un coup c'est des films de zombies. Bien sûr. Voilà, des films de zombies et là il y en aura Et Dieu sait à qu'il foison. y en a eu. hein. Et énormément de jeunes metteurs en scène Bien à sûr, l'époque parce que ça c'est que des jeunes metteurs en scène. Ah hein. oui, tout à fait. C'est pas la vieille garde, hein. C'est-à-dire que là on a le renouveau du cinéma Ah ouais. et c'est pas et ça devient des cartons. C'est-à-dire que c'est quand même des cartons les films fonctionnent. C'est pas des petits films. Bien sûr. Ah tiens, il a fait un petit film, on sait pas trop. Non, c'est Ouais. le gros film qui Ouais, marche. Et après, voilà, bien évidemment, les studios ils sont pas bêtes à Hollywood et ils se disent ça cartonne. Ben on va mettre de On y l'argent là-dedans et on va commencer à faire des productions de plus en plus grosses. Bien sûr. Et un dernier argument sur ce film-là, parce que c'est quand même important de le dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la ségrégation raciale. Ce film-là est libre de droit. N'importe qui peut faire une galette de DVD avec ça D'accord. et vendre le DVD. Et, Je savais pas ça. Comment et ça se oui. fait ça et oui, il a libéré les droits quand il a fait ce film, Romero. Dès le départ. N'importe qui peut sortir le DVD et l'éditer. D'accord. Ou le diffuser. Ou le diffuser. C'était à une la télé, volonté on n'a pas- à la base. Alors est-ce que de depuis lui. les droits n'ont pas été repris, achetés J'en suis pas persuadé. Je sais D'accord. qu'il y a eu plusieurs sorties DVD, plusieurs sorties Blu-ray. Ça ressort régulièrement. C'est encore ressorti en Blu-ray il y a un mois dans une OP à 15 €. J'ai vu ça à la Fnac. Oh, bah, pardon, je fais de la pub, faut pas le dire. Mais voilà, dans l'idée, Dans les magasins. Dans l'idée, c'est ça, dans les magasins. On dirait comme Voilà. ça. Donc ensuite, bah, Oui. on va passer. Bon, là, j'ai dit les années 60. Ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, je pense que c'était celui-là On qui était arrive aux vraiment années important. 70. alors. On arrive aux années 70. Ah. Alors, effectivement, il y a un film dont on n'a pas parlé, mais on a déjà parlé dans les spéciales Spielberg, c'était Les Dents de la Mer. Exactement. Bon, c'est un film d'horreur. Qu'on peut considérer comme un film d'horreur, effectivement. Bah Ça oui. remuait quand même un paquet de C'est-à-dire que gens. l'horreur maintenant, il y a plein de genres, plein de sous-genres en fait. C'est ça. Ben oui, On t'as des se films répète, fantastiques mais- qui sont Ah. souvent avec des monstres. Des aliens pouvaient être considérés comme un film mais d'horreur. hein. Je l'ai complètement. pas mis parce Là, qu'on c'est avait le déjà parlé de Ridley Bah, Scott tout et à du fait. film C'est de la fantastique. mais c'est clair, science-fiction, c'est la mais, science-fiction. mais c'est de Absolument. l'horreur. Il y a C'est un pour ça, monstre. bien sûr. On est entièrement d'accord là-dessus. Ah oui, bien sûr. Et clairement, Les Dents de la Mer, voilà, c'est un film qui a traumatisé toute une génération entière. Ah ouais. Il y C'est avait un des gens film- qui voulaient plus aller se baigner. Ah hein, non, mais dans- c'est- dans- Bah, il dans- fait du hein. mal au final au requin. Ah oui, en soi. il fait du mal Ouais. au requin parce que oui, effectivement, ça c'est compliqué. Aujourd'hui, il pourrait plus faire ce film. Ben, aujourd'hui, Émeric Caron s'insurgerait. C'est pas possible. donc après, Non, mais Euh, si ça sort, hein, il y a quand même plein de films. Ouais, Du il y coup, a même quand même- Alexandre Aja a refait des oui, trucs. Alessandro Aja, il a quand même fait un film avec des crocodiles. hein. Croll. Donc, Croll. franchement, il est pas mal, on en Oui, parle tout tout à à fait, l'heure. ouais, bien sûr. Mais voilà. Donc ce film-là, je pense que c'était important d'en toucher un mot. 1975, et dans de la Ouais. mer, Spielberg. C'est pas dans les années 70. Mais j'allais te le dire. 73. J'entends plus un petit filet musical. 73. derrière, là. Voilà. C'est ça que tu nous as mis Non, je pense que c'est l'exorciste. C'est Là, l'Exorciste. au fond, je Ben, l'entends là. c'est- Moi aussi, c'est- j'entends un c'est- filet c'est musical ça que tu Exorciste. parles. Ouais, ouais. C'est celui-là. C'est Voilà. exactement C'est ça. toi qui as mis ça. Ah, il voulait se rattraper parce que tout à l'heure il était pas à l'heure avec la musique. Sacré Donc, Jean-Louis. le réalisateur William Friedkin, il y a 250 000 anecdotes à faire sur ce film. On peut faire une émission d'1 heure sur ce film. Ouais. Donc moi je dirais juste 2-3 anecdotes. Il a engagé pour un rôle secondaire un vrai curé. Et comme il trouvait que le curé ne faisait pas assez bien le curé, à un moment donné, parce qu'il était fou furieux hein, sur ce film-là, hein, faut être clair, William Friedkin, très grand réalisateur qui Ouais. nous a quittés il y a 1 mois et demi hein, à peu Ouais, près. ouais. Réalisateur de French Connection, Oscarisé pour ce film avec Gene Hackman et Roy Steiger. Il a à un moment donné dit au prêtre si tu ne fais pas ce que je dis, je vais te taper. Et en fait, Apparemment, oui, hein, ce que j'ai cru Voilà. comprendre, il tapait des acteurs pour qu'ils soient dans voilà, un. c'est ça. Dans un état second. Dans un état second. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis, C'est interdit, c'est impossible, ça faut pas le Toi faire. qui es réalisateur, tu fais pas ça. Non. Non, je le fais plus. Je peux aller tourner sur ton Non, film. je rigole. Non, mais c'est voilà. Non, ça ne Il se paraît fait qu'il a une pas, droite terrible. À l'époque, il a clairement, bah, tu me devances, il a mis une droite à ce pauvre prêtre qui était mais terrifié. On parle pas de Max von Sydow là, hein, l'acteur Ouais, ouais. principal. Parce que bon, en plus Max von Sydow sur une duo, c'est un mec. Tu parles de qui, de Carras là? Je parlais en fait du deuxième prêtre qu'on voit dans le film et à un moment donné il lui met une droite quoi. Il lui dit bon, maintenant tu arrêtes quoi. Tu fais le prêtre, tu fais celui qui a peur. Et l'autre était mais terrifié. Alors, est-ce qu'il a sauté par la fenêtre uniquement parce qu'il avait peur de se prendre une droite par William Friedkin ou c'était à cause de. Je ne sais plus là. Non, mais non. j'ai vu une interview où effectivement le réalisateur disait que je pense qu'il était possédé Oui. pendant Ouais. ce film. Il a dit il a eu des comportements qu'il n'avait jamais eu avant Ben, et c'est après. ça l'a tracassé un petit peu alors. Parce qu'il faut dire que le sujet quand même pour l'époque c'était waouh. Hein, Non, mais ce c'est un film-là, film qui a qui dégoûte. traumatisé, Ce film-là, tout le monde ça jusqu'à a encore maintenant, plus hein. traumatisé. Voilà. Il est Ça c'était en quoi 75? C'est 73. Il est 73. difficile à voir hein, ce film.
film, hein, clairement. Je veux dire, il a traumatisé une génération entière. On a parlé au début des années 70 de Orange Mécanique dans notre style, c'est un peu un film d'horreur aussi. Mais là, ce film-là, il a traumatisé un nombre de personnes hallucinant. Alors moi, j'aimais quand même une petite retenue par rapport à la version Director's Cut. J'ai jamais trop vraiment compris quel était l'intérêt de cette version Director's Cut. Des fois, ça peut avoir un réel intérêt. Hein, Ridley Scott, Kingdom of Heaven, hein, ta version cinéma, elle est nullissime. Ta version Director's Cut, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, ça c'est fait. Mais là, moi, j'ai pas trop compris. Je sais que sur ce film-là, puisqu'on parlait effectivement du comportement qu'il a eu avec les acteurs, il a énormément protégé Linda Blair, qui était l'actrice principale, la petite fille protégée, qui était très très jeune à l'époque, et qui a dit mais William Friedkin avec moi, c'était un type fantastique. Il n'a fait que me protéger tout au long du film. Après, quand elle a vu le film, elle a été traumatisée, forcément. Mais voilà, pas qu'elle. Je pense qu'effectivement, pour son premier rôle au cinéma, ça secoue quoi. Voilà, ça secoue quand même légèrement. Et là, elle lui a rendu un hommage appuyé, puisqu'il vient de décéder. Hein. Il n'a pas pu présenter son dernier film à la Mostra de Venise. Voilà, mais il a été en compétition à la Mostra de Venise. Et c'est un très très grand réalisateur. Il a fait un nombre de films incalculables que moi j'adore. Il est revenu sur l'horreur une seule fois dans sa carrière avec La Nurse dans les années 90, 91. Voilà. Il touche à tout. Il a fait du polar, du thriller. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Puisqu'on est dans les années 70, il me semble, je suis presque sûr de moi d'ailleurs, 3 ans plus tard, en 76, je faisais moi mes classes avant d'aller au service militaire, hein, ça existait à l'époque, et j'ai vu le film de Richard Donner, La Malédiction, Grégory Peck, bien sûr, qui est un petit peu dans le genre aussi, qui est un film qui m'a secoué, je peux vous le dire, parce avec que quand on se retrouve à 400 bornes de chez soi, qu'on n'est jamais parti de chez soi, et que tu vois La Malédiction le soir, et que tu es à l'armée, que tu n'as pas du tout envie d'y aller, tu te poses des questions. Ah non, mais là, moi, j'ai pas amené le film, mais effectivement, avec ce petit garçon, là, Damien, avec le 666 tatoué sur son crâne. Le premier film, donc celui-là, parce qu'il y en a eu 3, hein, ouais, tout à fait. Qui sont pas mal aussi, mais le premier, comme toujours, vraiment est exceptionnel. Grégory Peck est démentiel dedans. Lyrémique, l'actrice principale, est superbe. Elle est morte peu de temps après, en plus. Hein. Donc, il y a eu des gros soucis sur le tournage. Richard Donner a dit plus jamais, parce qu'on lui a demandé de faire les suites, il a dit plus jamais je ferai ça. Après, il s'est mis à L'Arme Fatale. Hein, voilà. Donc, les Goonies. Les Goonies, L'Arme Fatale. Voilà, messieurs, une petite surprise pour vous, voir si vous êtes toujours au niveau pour nos auditeurs et pour vous. On va faire un petit break de 2-3 minutes. Juste le temps de vous tester sur les musiques de films d'horreur. Blind test, on est parti pour 5 musiques. Vous allez devoir deviner, chers auditeurs, quelles sont les musiques qui sont en train de diffuser films d'horreur. Vous avez 5 secondes à chaque fois pour deviner. 5 secondes. Attention, extrait. Ça me dit quelque chose, mais c'est pas Psychose. Ça me parle aussi, mais alors là, c'est pas Psychose, ça. Réponse. Essaie de nous guider un peu. Moi, j'aurais dit Psychose. Un indice. Avec des animaux à 4 pattes. Des animaux qui sont dans des fermes. Le silence des agneaux. C'est le silence des agneaux, ça? Le silence des agneaux. T'as des animaux. J'étais parti sur Délivrance, moi. Attention, c'est un film extraordinaire. Écoutez. Mais normalement, ça c'est Thierry qui devrait avoir là. Ça me dit quelque chose. C'est des vieux films parce que dans le noir. Ça vous parle? Non. 0 plus 0 avec la Toto, on va faire ça. Il tient la note longtemps. Oui, il tient la note longtemps. Là, Conjuring, les dossiers. On parlait de vrais films d'horreur là, c'est bon. Allez, un dernier et puis on vous laisse continuer. C'est pour vous. Ah, ça c'est Predator, je l'ai. Non? Ah non. Non, c'est pas ça. C'est encore un film. Allez, c'était les vieux films, The Grudge. Ah ouais. Allez, le film qui a traumatisé ma femme. T'as été chercher loin. Ouais, tu fais ça. Est-ce que tu les passes dans tes soirées spéciales? Non, je vais rien chercher, c'est YouTube qui nous. Parce que là, à mon avis, tu peux mettre une Ferrari en eux, tu vas la garder. C'est YouTube qui m'a donné le blind test. Vous avez bien compris, hein, les films sélectionnés ici, on les connaît. Bon, The Grudge, j'en connais aussi, mais bon, voilà. On est désolé, rien. On est désolé. Allez, je vous ai coupé. Vous Juste pour terminer la partie 2. Pour finir sur L'Exorciste, juste un dernier mot. Je crois que c'est le plus gros succès de la Warner.
Exactement. Jusqu'à présent. Hein. Ah oui, tout à fait. Peut-être que voilà, avec les nouveaux chiffres et la nouvelle manière de calculer, peut-être qu'il y a d'autres films qui sont passés, mais alors récemment. Un autre mot par rapport à ça, je comptais pas le dire, mais là tu m'ouvres une porte, donc j'y vais. C'est le succès de l'Exorciste qui a fait que ce brave William Friedkin a pu faire The Sorcerer, qui est en fait le salaire de la peur, hein, le remake d'Henri Georges Clouzot, voilà, avec Roy Steiger, et le film est merveilleusement fantastique. Ça a été un four intégral parce que il était allé tourner en Amérique du Sud, il a fait construire un pont, enfin il a fait des trucs de dingue. Le film est juste fantastique. Il est très enfin il va très bien avec le film de Clouzot, Le salaire de la peur, qui est avec Yves Montand et Charles Vanel, donc voilà, qui date de 55. Donc je vous conseille ce film là qui est facilement trouvable en DVD. De toute façon tous les films de Friedkin il faut les voir. Il n'y a que Cruising que moi j'ai pas trop aimé, mais voilà, les autres c'était un maître réalisateur. Ah oui, non, il y a complètement, pas de souci, hein. complètement. Là on passe à un génie du film d'horreur, du film fantastique, John Carpenter, Big John Carpenter, un des plus grands réalisateurs de ce genre là, le plus grand, hein, pour moi, on va être clair, hein. Donc voilà, Halloween, la bande originale, allez on y va, composé par lui aussi, hein, producteur, scénariste, réalisateur. Voilà. c'est quand même une bande originale qui a fait le tour du monde et qui, à mon avis, aujourd'hui est encore une des musiques les plus significatives du film d'horreur, parce que tout de suite, il y a un côté glauque dans la dissonance des accords qui te fout un peu la gerbe, excuse-moi l'expression, mais là, d'entrée, on est dedans, quoi. Même si le film n'avait pas marché, la musique aurait été obligatoirement quelque chose de culte. Ça aide énormément, et puis là, on est sur un nouveau genre qui arrive, c'est le slasher. Le slasher, tout à fait, c'est lui qui est à l'origine. Et là, on part sur une série incroyable. On peut expliquer le slasher, donc le fait d'avoir un masque sur le visage, et le couteau aussi, toujours avec des armes un petit peu létales, n'est-ce pas? Exactement. Et puis en général, qui s'en prend souvent des jeunes filles. Vendredi 13, Scream, voilà. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Mais clairement, voilà, il n'y a rien qui égale ça, qui égale Halloween, la nuit des masques. Voilà, c'est vraiment. Dont on a fait une série de suites qui on a fait une série de suites qui sont grand guignolesque, il faut le dire. Alors, ce qui est pas mal, c'est il y a un nouveau, non? Il y en a 3 là. Il y a une nouvelle trilogie qui est produite par Carpenter. Il y a un bon réalisateur derrière. Et puis surtout, il y a une logique et elle revient. Jamie Lee Curtis. Tout à fait. Il me semblait qu'il y avait bien. Et c'est pas mal parce que moi j'en ai vu un à la télé il y a pas longtemps, donc je suppose que c'est le dernier, puisque. Oui, il y en a un qui a été. Sans vouloir spoiler. Les 3 derniers, c'est Halloween Kills et Halloween Ends. Voilà. C'est ceux-là les 3 derniers, et ceux-là sont intéressants. La trilogie est intéressante. J'ai vu le Ends. On peut faire celui-là, le deuxième qui est pas mal aussi, qui est encore produit par Carpenter, premier, deuxième, et celui-là. Petit clin d'œil aussi, donc Jamie Lee Curtis. Donald Pleasance, bien entendu, exceptionnel dans le rôle d'ailleurs du docteur Loomis. Du docteur Loomis, et c'est le nom qu'on retrouve après dans le héros de Scream. Exactement, tout à fait. Non, mais comme quoi il y a toujours des petits retours. Oui, non, mais attends, Wes Craven à cette époque-là, on n'en a pas parlé. La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux. Voilà, là c'est des films d'horreur. On parle de Scream après, donc c'est pour ça qu'on en parle pas maintenant. Il fallait faire des choix en même temps. Donc, mais voilà, clairement, on est avec ce film-là. Alors slasher, premier film de serial killer, John Carpenter qui en a fait plein d'autres après. Il a fait Prince des Ténèbres, il a fait Le Village des damnés. Il a fait des films exceptionnels. The Thing, qui est le film juste après Halloween. Et je sais pas si vous savez, mais dans le film Halloween, au bout d'un moment, il y a une télé qui est allumée. Et qu'est-ce qu'il y a dans la télé? Il y a marqué The Thing. C'est-à-dire qu'il a teasé le prochain film dans le film. Il s'est fait sa petite promo. D'ailleurs, en parlant de The Thing, au passage. Allons-y. C'est pour montrer que j'ai un peu travaillé quand même. Cette musique, curieusement, n'est pas de John Carpenter, qui ne s'est chargé que des musiques additionnelles, c'est-à-dire des petits bouts de musique qui mettent un petit peu l'ambiance, n'est-ce pas, et qui tendent un petit peu l'action. La bande originale est signée Ennio Morricone. Ouais. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en général, il ne fait pas ce genre de musique. Voilà. Mais là, il a fait une musique, c'est quand même assez angoissant. Et Carpenter, c'est un remake d'un film donc de Christian Lee et Howard Hawks, La chose d'un autre monde. Tout à fait. Donc voilà, ça se voulait vraiment comme ça, et c'est très 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 bien fait. Donc on termine les années 60-70, on va passer directement aux années 80. Alors il y a un film que j'ai pas amené parce que je l'ai vu une fois et je ne veux pas l'avoir en DVD. Il s'appelle Cannibal Holocaust. Alors j'en parle rapidement, c'est un film qui est
terrifiant. Il faut dire, il a tellement terrifié ce film, je pense autant que L'Exorciste. C'est un film de réalisateur italien, Ruggero Deodato, que ce brave Ruggero Deodato, après la sortie de son film, a quand même a été attaqué en justice par l'État italien et a dû prouver que les acteurs de son film étaient toujours en vie. Donc c'est pour vous dire à quel point le film fait peur. Il est réaliste, hein, c'est vrai. Je l'ai découvert en VHS quand j'étais ado. J'ai fait tourner ça à tous les potes, mais c'est plus que dérangeant. C'est très flippant. C'est plus que dérangeant, c'est plus que du moins de 18. Et alors la folie parce que c'est sous forme documentaire. C'est sous forme documentaire. On n'a pas dit, c'est pas une fiction. Tout à fait. On trouve une cassette vidéo en fait en Amazonie d'un groupe en fait de scientifiques qui veulent aller découvrir une tribu cannibale et qui au bout du compte se font bouffer. Et on retrouve la cassette vidéo et c'est horrible ce film. Et ce qui est terrifiant dans ce film, c'est que toutes les scènes de cannibalisme, outre le fait d'être très très réalistes, ont une particularité, c'est qu'elles sont tournées avec une musique toute douce. Oui. On a une musique, mais une musique classique, mais hyper douce, quoi. Un truc, mais c'est hallucinant. Vladimir Cosma, là. C'est terrifiant, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui et ça, c'était quelle année? Cannibal Holocaust, c'est 80. Hein, voilà, on est au début des années 80. Moi, ça m'a fait très peur. Dans les mêmes années, Evil Dead, bien entendu, de Sam Raimi. Il y aura une série après, dans les années 2010, c'est Ash versus Evil Dead. Donc voilà, Evil Dead, micro-film, fait avec très peu de moyens. Ça se passe dans une cabane. Il découvre le livre des morts, et puis là c'est une tuerie, il y a une possédée. Que de jeux de metteurs en scène, les grands metteurs en scène. Sam Raimi, c'est lui qui va réaliser la première trilogie Spider-Man. C'est tous les films que je regardais à l'époque que je regarde plus, que j'ai plus jamais regardé. De quoi? En fait, quand on a un âge pour regarder les films d'horreur, on les regarde quand on est assez jeune. Et après ça cartonne chez les ados, ça c'est une certitude. Les abdos. Ils en ont, à cet âge-là tu en as encore. C'est vrai, moi j'en ai plus, c'est fini. C'est vrai. Non mais les ados ils aiment bien justement être un petit peu remués de l'intérieur parce que c'est vrai que c'est des voilà. Non, on a besoin de se faire peur. De toute façon c'est humain. Là les Evil Dead, la trilogie, le 1, le 2, 87. Je crois que c'est 82, 87, 93 ou 91. Voilà, c'est vraiment une belle suite, c'est une belle trilogie, ça passe très bien. Il a fait un autre film d'horreur en 2009 qui est génial, Jusqu'en enfer. Celui-là je vous le conseille. In Hell. J'avance un petit peu, mais voilà. Dans l'idée c'est. Je pense à un truc, excuse-moi de te couper, mais Massacre à la tronçonneuse, c'était quand? Massacre à la tronçonneuse, on l'a zappé puisqu'on a parlé des Dents de la Mer, mais c'est Toby Hooper, c'est effectivement dans les années 70. C'est un film fantastique. Et là, il s'est lâché complètement. Mais là, c'est lâchage complet au niveau de la violence. Ça a été un film quand même qui a marqué les esprits aussi. Effectivement, il y a Vendredi 13 également. Il y a quand même pas mal de Massacre à la tronçonneuse, en fait, c'est tiré de la vraie histoire de Ed Gein, qui était un serial killer qui a sévi au Texas. Et il s'est librement inspiré de ça pour faire Massacre à la tronçonneuse. Il a fait d'autres films après, Toby Hooper. Un que j'adore, c'est L'Invasion vient de Mars, un petit film fantastique, sympathique, qui passe très bien. Et surtout, il y a Poltergeist. Absolument. Celui-là, je vous en parle parce qu'on est là dans les années 80. Poltergeist, alors produit par Spielberg, certains diront co-réalisé par Spielberg. Et tu sais qu'ils tournaient les films quasiment simultanément dans des studios qui étaient proches l'un de l'autre. Il y avait E.T. d'un côté, E.T. et Poltergeist. Drew Barrymore d'ailleurs a passé le casting de Poltergeist, elle a été recalée. Elle a été Spielberg l'a récupéré et après il y a une malédiction. Il y a une malédiction sur Poltergeist et je l'ai vu cet après-midi puisqu'il y avait une émission cet après-midi là-dessus, effectivement. Ah oui, parce que les deux acteurs, les deux actrices principales, trois qui sont morts, et très jeunes en plus. Et deux qui en plus les deux actrices sont enterrées dans le même cimetière côte à côte. Ouais, c'est ça. Et justement, il y a eu, moi j'ai vu une émission paranormale cet après-midi sur Énergie, je crois Énergie 12. J'ai vu un interview qu'on pourrait considérer comme un petit peu marrant, mais qui était quand même très limite de Drew Barrymore. Beaucoup plus tard, qui a dit que finalement, parce qu'on lui parlait si finalement elle aurait dû jouer dans Poltergeist parce qu'elle a fait le casting. Elle a dit je trouve que je m'en sors pas trop mal dans cette histoire parce que si j'avais tout joué Poltergeist, peut-être que je serais plus là effectivement à cause de cette fameuse malédiction qui fait qu'il y a trois acteurs du film qui sont. Après, dans le film La Malédiction de Richard Donner, on parlait de ça aussi. Quand même bien morflé Drew Barrymore quand même après. Oui, ça a été compliqué. Mais bon, après enfant star, ça a été très compliqué. Effectivement, elle est tombée dans la drogue et tout. Mais après, elle a fait des très bons films. Elle a bien rebondi. Moi, Music and Lyrics, rien à voir, comédie romantique avec Hugh Grant, c'est fantastique. Mais c'est fantastique. D'ailleurs, le film, c'est pas le titre français, ça. Non, c'est le titre américain. Mais je l'adore ce film. Le comeback. Incroyable. Ah oui. Je reviens sur Poltergeist. Donc, comme je vous ai dit, c'est Spielberg qui produit et
Alors, Toby Hooper ne l'a jamais reconnu, Spielberg ne l'a jamais reconnu non plus, mais beaucoup de spécialistes, d'historiens du cinéma qui se sont penchés sur ce film, à cause de la malédiction et à cause de plein d'autres choses, ont dit qu'effectivement, c'était Spielberg qui avait quand même un petit peu réalisé certaines scènes du film. Je terminerai là-dessus. Mais quand t'as un réalisateur comme Spielberg, qui est la vedette et qui est toujours la vedette, c'est ça qui est dingue. Il faut pas oublier que Toby Hooper dans les années 80 aimait beaucoup la drogue, il en prenait un petit peu, donc c'est aussi pour ça que Spielberg a pris la main. Donc voilà. On va passer directement aux années 90. Donc les années 90, on va parler de Scream. Fin des années 80, je me permets quand même de vous parler de ce film-là, Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, parce que c'est la première fois qu'on est sur clairement des films d'horreur un peu teenage movie, et c'est ça qu'on va retrouver clairement dans Scream. C'est quelque chose qui va revenir de parce façon... que Wes Craven avait besoin de se refaire une santé, on va dire. Tout à fait. Et il a relancé le slasher dont on parlait tout à l'heure, et avec une maestria quand même assez incroyable. Alors puisqu'on parlait de Drew Barrymore, elle joue dans le premier, elle se fait tuer dans le premier. Et il faut quand même savoir qu'au départ, c'est elle qui devait jouer le rôle de Sydney, de Neve Campbell. Et en fait, elle a préféré prendre l'autre rôle, et elle a été bien revenue à l'époque un petit peu en tête d'affiche, et elle avait expliqué qu'elle dit c'est bien que je meurs tout de suite, comme ça au moins les gens vont voir que finalement c'est un film où tout est possible, puisque celle qui aurait dû être l'héroïne principale, enfin en tout cas une tête d'affiche, se fait déglinguer d'entrée. Et si jamais vous avez encore quelques petits doutes sur l'ambiance spéciale de Scream, écoutez ça. Tu es toute seule dans cette grande maison? T'as rien trouvé de plus original? Là franchement tu me déçois, Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Eh oui, ça c'est Marco Beltrami. Pas dans ce cas, dites-moi qui vous êtes. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Ah ouais, non mais c'est excellent. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, malheureusement, Scream, il y a eu Scary Movie derrière. Il y a eu Scary Movie derrière, 5 carnages. C'est-à-dire qu'on est parti sur le film d'horreur, mais comique. Et c'est vrai que maintenant, dès que je vois Scream avec. Dès que je vois Scream, je pense à Scary Movie en fait. Et du coup, ça me fait rire alors qu'à la base, c'est pas censé me faire rire. D'ailleurs, ils ont tenté de relancer le truc là post-Covid, puisqu'ils ont fait Scream 5 et Scream 6, puisque ça s'est arrêté à 4 avec Wes Craven. Bon, c'est pas tout à fait au niveau des 4 autres. On va être clair là-dessus. Pareil, le premier est bouleversant et après ça prend un petit peu de plomb dans l'aile. Juste rapidos, dans les années 90, il y a 2 autres films que moi j'aime bien. Je vous en parle quand même rapidement. Il y a Relic de Peter Hyams, film de monstre avec Penelope Miller et Tom Sizemore. Excellentissime ce film, très très bon. Et bien sûr, Une nuit en enfer. Un premier gros rôle de George Clooney avec Quentin Tarantino, mais c'est Robert Rodriguez qui réalise. Et la fantastique, la merveilleuse. Alors, chers auditeurs, vous aurez pu voir, pour ceux qui nous suivent en vidéo, que les DVD sont emballés. C'est-à-dire que tu es un collectionneur qui ne les ouvre pas? Non, c'est pas ça, c'est que je l'ai déjà vu plein de fois et que j'ai pas eu le temps de le re-regarder. D'accord, voilà. Ok. Mais c'est juste pour ça. Il est là. Ça m'intriguait. Quand tu as plus de 1700 films, à un moment donné, il y en a, tu les achètes parce que tu dis ça, c'est excellent, je voudrais le revoir à l'occasion, mais comme j'en vois beaucoup. D'ailleurs, moi qui le connais bien. On n'a pas parlé d'Amityville. On aurait pu, mais on a parlé de Paul Thomas. La maison du diable. Mais je disais, moi qui connais très bien Yves, en fait, c'est un petit peu sa spécialité. C'est-à-dire qu'il achète des meubles, il les laisse emballer. Donc tu arrives chez lui, il n'y a rien, quoi, finalement. Quand tu sers à boire, tu mets le verre sur un carton. Là, tu peux lancer la blague de merde. Ça coûte plus cher quand le DVD n'est pas déballé. Eh oui. Donc pour le coup, on arrive aux années 2000. Et film de monstres, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais en film de monstres, par exemple, on n'a pas cité un réalisateur qui est incroyable, mais c'est Peter Jackson. Ah mais tout à fait, bien sûr. En Australie, qui lui... qui a fait Bad Test en Australie. Voilà, Brain Dead, voilà. Et qui s'inspire directement King Kong, le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux aussi, voilà. C'est du fantastique, les orques, fantastique, mais il y a ce côté horreur. C'est sûr que quand tu vois l'armée, je sais plus comment ils s'appellent, les autres là, les orques. Les orques, voilà, chercher. Les Urukai. T'as pas trop envie non plus de lui piquer son 80, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent du Mordor, ils sont un peu chauds patates. On est d'accord là-dessus. Non, mais voilà, tous ces réalisateurs-là de ces années 70 et tout, ils ont inspiré les metteurs en scène qui sont là maintenant aussi et qui ont eu du succès par la suite. Enfin, voilà, mais là où on peut faire une différence aussi, c'est que justement, tu as des réalisateurs comme ça qui font des films avec des budgets littéralement colossaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même juste monstrueux. Pas le premier, hein. Le premier, c'est pas. Tourné entièrement en Nouvelle-Zélande, non, c'est pas un gros film. Mais
Par contre, t'en as d'autres qui font des films. Bon, on parlait de Scream, mais on va y arriver directement. La fameuse franchise de Saw, parce que je veux dire. Alors Saw, c'est James Wan, c'est le premier, c'est la director's cut, et on s'arrête là parce que Saw 6, Saw 7 et Saw 10. De toute façon, ce qui est marrant, c'est qu'il fallait faire la blague. Voilà, il fallait la faire. Voilà, c'est bon. La blague, on va aller plus loin pour la faire. Saw 10 qui sort dans 15 jours, quoi. La blague, tu l'as fait toute parce qu'en fait, le premier film est tourné dans une salle de bain. C'est Saw, c'est ça, pas. Donc Saw 6 est tourné dans une charcuterie, il n'y a pas de problème. Et Saw 7 est tourné dans un magasin de fringues. Voilà, c'est tout, Saw 7. Non, on lance la blague de merde, là, c'est pas possible. Voilà. Non, mais ça y est, je l'ai dit. Elle est validée quand même. Allez, on la valide. On s'est tous marrés quand même. Rassurez-vous, on va finir au resto tout à l'heure. Je vais terminer avec la bouteille de rosé. Non, mais là, pour le coup, voilà, on est dans les années 2000. Effectivement, Saw, c'est un film super intéressant. Moi, je voudrais quand même dire 2 mots sur Alexandre Aja, parce que oui, on a un réalisateur de film de genre, voilà, le film d'Alexandre Ascardi, qui est français. On est face à un réalisateur de film de genre. Son premier film, Haute Tension, c'est hallucinant. Avec Cécile de France et Mai Wen, il est génial. Je vous ai pas fait tous les autres, mais il a fait un remake de Piranha, il a fait un remake de La Colline à des yeux, il a fait Mirrors aussi avec Kiefer Sutherland qui est excellent et qui fait vraiment super peur. Et celui-là, Crawl. Quentin Tarantino, il a dit c'est le meilleur film. Quand il est sorti, il est génial ce film. C'est Les Dents de la Mer mais avec des crocodiles, quoi. Il est sur Netflix, je crois. Je crois qu'il est effectivement sur Netflix, ouais. Voilà, là c'est le film d'horreur qui compte. Voilà, mais là maintenant on va se transformer en zombie. Le studio vient de. Ouais, je crois qu'on s'est fait. On est dans le noir. Complet. La malédiction de Poltergeist. C'est Tobin Bell de Saw qui nous a coupé l'électricité. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est encore en direct ou pas? J'ai plus d'ordi non plus. Est-ce qu'on est encore en direct ou pas? Oui. On est encore en direct. On va continuer, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on se voit pas, mais on va continuer. Là, je te entends déjà mieux là. Voilà. Juste un mot, un autre film des années